tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau topo de neurologie qui va traiter de migraines et de céphalées. Donc c'est un gros morceau du programme, il va se diviser en deux parties. Une première partie pendant laquelle on discutera des généralités, de l'interrogatoire, de l'examen clinique et on abordera les quelques céphalées secondaires qui me paraissent importantes. Et un deuxième topo où on parlera plutôt des céphalées primaires et notamment des migraines. Donc, quelques généralités concernant les céphalées, qui correspondent en fait à des douleurs de l'extrémité céphalique, qui concernent le crâne ou la face. On voit dans cette définition-là, qui est quand même relativement large, qu'on peut inclure des douleurs qui sont en lien avec des origines ORL ou ophtalmologiques. Les céphalées concernent quand même 5% des consultations aux urgences, on en voit quotidiennement, vous en verrez forcément dans votre pratique courante. On se réfère, nous, à la classification ICHD3, qui est la référence en matière de céphalée, qui a été réactualisée en 2018 avec quelques nouveautés dont on va pouvoir rediscuter aussi ici. L'interrogatoire, vous allez le voir, est absolument fondamental, que ce soit pour le diagnostic ou pour proposer une thérapeutique adaptée dans les suites. On distingue, comme je vous le disais un tout petit peu, les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Donc les céphalées primaires qui n'ont pas de substratum sous-jacent, alors que les céphalées secondaires, on va retrouver une lésion, quelque chose qui entraîne le mal de tête. Donc concernant l'interrogatoire, on dit classiquement qu'il y a 4 questions qui sont absolument fondamentales à poser et qui vont vous permettre d'orienter votre diagnostic, votre thérapeutique et toute la prise en charge de votre patient. La première question à poser, c'est est-ce que vous avez déjà eu mal à la tête? Est-ce que vous avez déjà eu ce mal de tête-là spécifiquement? Donc est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, quelque chose d'habituel, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous n'avez jamais eu, même si vous avez déjà eu mal à la tête par le passé? Donc là on s'en va vers quelque chose de plutôt inhabituel qui sera vraisemblablement quelque chose à explorer rapidement. Ensuite, depuis quand est-ce que ce mal de tête il est présent? Donc là on va s'orienter vers de l'aigu ou du chronique. Et la question associée qu'il faut poser, c'est en combien de temps le mal de tête est-ce qu'il a été maximal? Le mode d'apparition. Est-ce que c'est une céphalée en coup de tonnerre? Donc en coup de tonnerre, ça veut dire une EVA supérieure à 7 en moins d'une minute. Donc c'est très brutal, ça explose dans la tête. Ensuite, on fait des distinctions avec une évolution rapide, en quelques minutes, quelques heures, d'une évolution plus progressive, plus chronique. Là, on parle plutôt de quelques jours à quelques semaines. Enfin, la dernière question parmi les 4 qui nous semble primordiale, c'est comment est-ce que la douleur elle va évoluer depuis l'apparition. Donc là, on peut observer différents profils évolutifs, que ce soit des céphalées paroxystiques avec des épisodes très intenses ou un fond douloureux qui est un petit peu constant. Finalement, avec ces 4 questions, vous arriverez à déterminer l'urgence de ce qui peut attendre un petit peu. Donc, toute céphalée qui est récente et inhabituelle, ou inhabituelle, sera une céphalée secondaire jusqu'à preuve du contraire et nécessitera une exploration en vue d'un traitement rapide. Donc, vous allez pouvoir déterminer différents cadres pour vos céphalées. Tout ce qui se passe à gauche de votre écran sera des céphalées qu'on considérera comme étant de prise en charge urgente, donc en évolution, elle est notamment en minutes ou en heures. Quand on est sur des mois, des années, on peut se permettre d'attendre probablement un petit peu, et c'est souvent de la consultation de ville. Pour préciser votre interrogatoire, vous allez demander est-ce qu'il y a des facteurs aggravants ou déclenchants, et est-ce qu'il y a des facteurs améliorants. Donc dans les facteurs aggravants, je pense notamment à la lumière, au bruit, bien sûr il y a aussi les efforts qui peuvent parfois majorer les céphalées, et les positions. Donc les positions peuvent être soit aggravantes, soit améliorantes en fonction du type de céphalée. Donc par exemple, sur une céphalée qui serait liée à une hypotension du liquide céphalorachidien en intracrânien, on va retrouver une céphalée très majorée à l'orthostatisme, et ça fait même partie des critères diagnostiques. Ensuite, quelles sont les caractéristiques de la céphalée? Donc là, il y a des choses qui seront intéressantes, d'autres qui finalement nous orientent assez peu. Le siège, notamment, est peu évocateur d'une pathologie en particulier. L'intensité nous aide, mais une céphalée peut être très intense et peu grave, et inversement. Est-ce qu'il y a des signes associés? Est-ce que le patient il vomit tripes et boyaux? Est-ce qu'il est fébrile? Est-ce qu'on a des nausées? Une photophonophobie? On en discutait juste avant. Ensuite, on va rechercher éventuellement des arguments pour une étiologie un petit peu plus générale, un peu plus systémique. Et donc là, on recherche des symptômes qui sont associés, des arthralgies, du purpurage, je ne sais quoi. On fait toujours un inventaire médicamenteux parce que ce ne sera pas la même prise en charge si votre patient est venu aux urgences après avoir pris seulement un paracétamol ou si ça fait déjà 2 semaines qu'il scoltine sa douleur et qu'il a déjà essayé le paracétamol codéiné, éventuellement de la morphine. Voilà. Donc ça nous oriente aussi vers une sévérité potentielle.
Notre examen clinique, il doit être complet, il doit aussi bien être neurologique que général, à la recherche du purpura dont on discutait juste avant. On va palper des artères temporales, on peut rechercher les arthralgies. Sur le plan neurologique, on va regarder s'il n'y a pas un Claude Bernard Horner qui pourrait nous orienter, des anomalies pupillaires de la même façon. Euh, voilà, toutes ces choses-là qui, déjà, après l'interrogatoire, nous font rentrer peut-être dans un autre cadre. Il y a deux signes d'urgence qui sont importants. On va rechercher un syndrome méningé, avec notamment la raideur de nuque, mais qui, vous le verrez peut-être dans votre pratique, est finalement assez rare, voire très rare. Le Kernig, le Brudzinski, qui sont deux des signes qui sont représentés sur le schéma à votre droite, qui permettent en fait de mettre en tension les méninges. Et quand les patients ils ont une inflammation, une méningite, ça c'est des choses qu'ils ne peuvent pas faire, parce que quand on met en tension les méninges, ça leur fait tellement mal qu'ils sont obligés soit de plier les genoux quand on leur plie la nuque, soit de relever la tête quand on leur plie les jambes. Le syndrome d'hypertension intracrânienne est aussi une des urgences. Donc on va rechercher les troubles de la vigilance, une diplopie horizontale par une atteinte du 6, des éclipses visuelles, tous ces signes-là qui nous orientent vers un processus évolutif en intracrânien. Le fond d'œil d'ailleurs dans ce cadre-là est assez intéressant parce qu'il nous permet de rechercher un œdème papillaire bilatéral. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un fond d'œil rapide devant une céphalée qui vous oriente vers une HTIC, n'hésitez pas à le demander ou à le réaliser vous-même pour voir un petit peu si on a des éléments en faveur. En termes d'exploration, toute céphalée récente et inhabituelle, on l'a dit, hein, est une urgence, donc doit être explorée en tant que telle. L'imagerie cérébrale a une place fondamentale. La plupart du temps, en première intention, on a un scanner cérébral qu'il va falloir injecter. Il nous faut un temps artériel en première intention, il nous faut un temps veineux, éventuellement des troncs supraortiques si on peut, pour rechercher une dissection artérielle notamment. L'IRM cérébral est quand même moins disponible sur le territoire, surtout en urgence. On n'attend pas 2 jours d'avoir une imagerie quand on a des signes qui nous évoquent une HTIC. D'accord. Il nous faut quelque chose pour aller voir dans la tête ce qui se passe. La ponction lombaire, elle est réalisée en première intention avant toute imagerie devant une céphalée fébrile, sauf si on a des troubles de la vigilance, une crise d'épilepsie, un déficit focal bien sûr, ou des contre-indications à l'APL, type trouble de la coagulation manifeste, une CIVD, des choses comme ça. Enfin, on l'a fait en deuxième intention dans les autres situations. Si par exemple on a fait un scanner qui est normal alors qu'on avait une suspicion d'HTIC clinique, ben là on peut aller faire l'APL. Notamment on pourra proposer par exemple une mesure de tension, une mesure du pression du LCR. La biologie qu'on va essayer d'orienter au maximum, un échodoppler DTSA si besoin, si on ne peut pas injecter le scanner par exemple lors d'une suspicion de dissection artérielle. Donc voilà pour l'interrogatoire, l'examen clinique. On va essayer d'aborder quelques céphalées secondaires. Donc là, je suis un petit peu désolé, ça fait un peu catalogue. De toute façon, certaines des étiologies de céphalées secondaires qu'on va voir ici ont déjà été abordées dans d'autres topos. L'hémorragie sous-arachnoïdienne, qui est la grande urgence dans les céphalées secondaires, qui se traduit classiquement par une céphalée en coutonnaire, qui peut aussi être évoquée devant d'autres types de céphalées. Une céphalée plus progressive peut être liée à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Attention, le scanner négatif n'élimine jamais le diagnostic, surtout dans les premières heures. On se rend compte qu'on passe parfois à côté d'hémorragie sous-arachnoïdienne parce qu'on fait juste un scanner, on dit qu'il est normal, le patient rentre à la maison. Non, quand le scanner est normal, sur une forte suspicion d'HSA, on fait une ponction lombaire, on recherche du sang dans le liquide céphalorachidien. Et si c'est négatif, l'IRM a une très bonne sensibilité, notamment après 24 heures. Il s'agit bien sûr d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut qu'on aille rechercher un anévrisme qui aurait saigné. Il y a un tableau clinique qui est intéressant à connaître, c'est une paralysie unilatérale du nerf 3 douloureux. Si cette paralysie est douloureuse, on va s'orienter vers un anévrisme, probablement de la terminaison de la carotide interne, avec peut-être un petit saignement associé. La thrombose veineuse cérébrale est une autre des étiologies de céphalée secondaire, donc très importante à connaître parce que traitable et à traiter en urgence. Les céphalées qui sont induites par les thromboses veineuses cérébrales sont complètement aspécifiques, ça peut vraiment tout donner, on ne peut pas s'orienter, donc il faut faire un scanner cérébral, il faut faire un temps veineux. L'IRM cérébral est aussi très sensible dans les thromboses veineuses, donc soit l'un soit l'autre, mais il nous faut une imagerie. En termes de clinique, ça peut donner des syndromes d'hypertension intracrânienne, ça peut donner des infarctus veineux, qui donc ne respectent pas un territoire artériel, mais qui donnent des déficits neurologiques focaux, des hématomes qui de la même façon peuvent entraîner des troubles de la vigilance ou des déficits neurologiques focaux. Ça peut aussi donner des crises d'épilepsie, même s'il n'y a pas d'infarctus veineux ou s'il n'y a pas d'hématome, juste par irritation corticale, notamment sur les thromboses veineuses du sinus longitudinal supérieur. Le traitement en urgence, c'est un traitement anticoagulant. Même s'il y a un hématome, on voit l'image là, en bas à droite, avec un hématome intraparenchymateux qui est secondaire à une thrombose veineuse cérébrale du sinus longitudinal supérieur, que vous voyez un petit peu ici.
et qui donc sera traité par anticoagulant même si on a du sang à l'intérieur, parce que tant qu'on n'aura pas levé la thrombose veineuse, on ne lèvera pas l'hyperpression veineuse et donc le saignement sera susceptible de continuer. Sur les deux images que vous avez à gauche et au centre, on voit à gauche une thrombose veineuse du sinus transverse droit avec une hypodensité, un défect endoluminal à l'intérieur de la veine. Et sur l'image centrale, c'est le sinus longitudinal inférieur qui est touché. Donc là, on voit un petit rehaussement des parois sur les parois du sinus et à l'intérieur un défect endoluminal. Normalement, la prise de contraste, elle est homogène. Le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, c'est un petit peu plus rare, mais je tenais à vous en parler parce que c'est probablement sous-diagnostiqué et il faut savoir y penser, notamment devant des patients qui se présentent de façon un peu répétée aux urgences pour des céphalées, souvent en coup de tonnerre, ou en tout cas très intense et assez rapidement progressif. À l'interrogatoire, on peut retrouver des facteurs déclenchants qui sont classiquement décrits comme étant la douche, un effort particulier, une consommation de cannabis, voilà, ces choses-là qu'il va falloir rechercher à l'interrogatoire parce que ça nous oriente pas mal. L'examen de référence, ça va être l'angioscanner en recherchant des sténoses artérielles intracrâniennes, qu'on dit segmentaires et diffuses, mais ce qu'il va falloir surtout retenir, c'est qu'elles ne sont pas permanentes. C'est-à-dire qu'on peut faire un scanner AJ1 qui soit négatif avec des artères qui soient très jolies, et on refait le scanner 2 jours après, et on se retrouve avec des sténoses partout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est répéter l'imagerie quand on a une forte suspicion clinique de SVCR. L'artériographie est souvent proposée parce que plus sensible en distalité sur les petites artères. Donc là, vous voyez très bien sur les images en bas que ici, on voit des sténoses, des rétrécissements focaux des artères qui traduisent le SVCR. Il s'agit d'une urgence parce que le risque, c'est que les patients constituent un infarctus cérébral dans les suites, mais en termes de thérapeutique, on est un petit peu limité, donc on hospitalise la plupart du temps les patients pour du repos, éviter les facteurs déclenchants bien évidemment, et on met en place la plupart du temps de l'animodipine, qui est un traitement antagoniste calcique qu'on utilise aussi dans la prévention du vasospasme post-HSA. Donc un effet antihypertenseur, régulateur de la tension et un petit peu vasodilatateur. Enfin, on va discuter du syndrome d'hypertension intracrânienne, mais ça, je vous fais pas le catalogue parce que tout ce qui pousse dans la tête peut donner un syndrome d'HTIC, que ce soit une tumeur, un abcès, n'importe quoi, une hydrocéphalie, voilà. Donc il faut faire une imagerie, les céphalées sont décrites souvent comme étant un peu plus progressives, avec des vomissements associés qui vont soulager le patient et qui sont plutôt matinaux. On a aussi une composante un petit peu positionnelle, souvent quand ils s'allongent, ils ont plus mal à la tête. A l'inverse du syndrome d'hypotension intracrânienne, où là les céphalées sont induites par l'orthostatie. Donc dès que le patient se lève, il va commencer à avoir mal à la tête parce qu'on tire sur les méninges en intracrânien. La cause la plus classique, c'est le syndrome post-ponction lombaire, notamment quand la ponction lombaire a été réalisée avec une aiguille qui n'est pas atraumatique. Parfois ça peut être idiopathique, mais c'est quand même beaucoup plus rare, et ça a des complications, notamment des hématomes sous-duraux et des thromboses veineuses cérébrales par traction des sinus duraux. Je vous cite très rapidement la maladie de Horton que vous connaissez vraisemblablement très bien. Les internistes en voient plus que nous, neurologues. Mais par contre, devant toutes ces céphalées inhabituelles chez un sujet de plus de 50 ans, il faut savoir y penser, rechercher un syndrome inflammatoire biologique, palper les artères temporales. Si vous y croyez vraiment, allez jusqu'à la biopsie et faire une artérite et rechercher une artérite gigantocellulaire qui posera le diagnostic et qui permettra de mettre en place le traitement rapidement. L'urgence, elle est sur la vision, d'accord? Ça peut entraîner des noyas, donc attention, c'est un traitement par corticothérapie à forte dose. La plupart du temps, on débute le traitement avant même d'avoir la réponse de la biopsie. Je vous évoque très rapidement les méningites, les méningoencéphalites, mais qui devront faire l'objet d'un topo à part entière parce que c'est un sujet très vaste, et les affections bien sûr ophtalmologiques et ou ORL, parce qu'il faut savoir orienter les patients vers le spécialiste concerné en fonction du type de céphalée. Voilà, je vous remercie pour votre attention, on se retrouve très bientôt pour le deuxième topo, et d'ici là, vous pourrez retrouver les différents QCM en rapport. Je vous remercie.